Roger. Rebonjour et bienvenue dans Europe 1 Midi, votre partie magazine jusqu'à midi et demi pour tout comprendre et débattre. Bonjour ma chère Julia. Bonjour mon cher Patrick. Comment ça va par ce beau soleil? Ah bah écoutez, le soleil c'est dans la tête, fort heureusement. Je vais vous offrir un petit thé avec du miel là. Ça va pas mieux votre gorge, la voir. Hein. Bah non mais ça allait mieux pourtant hier après-midi, ne me faites pas d'inquiétude. Bon. Voilà, et mais je pense comme beaucoup d'auditeurs qui effectivement se sont un petit peu dévêtus, pas trop mais juste ce qu'il fallait. Vous avez dit de conserver votre écharpe. Et voilà, il y a le froid qui est arrivé de nouveau par là et ces petits virus qui se baladent. Alors à midi tout à l'heure, notre débat de Londres à Mohamed Merah en passant par l'agression d'un militaire à la défense. Même s'il faut rester évidemment prudent dans cette affaire, faut-il craindre une nouvelle forme de terrorisme? Quid des patrouilles de surveillance? Nous en débattrons avec nos invités. D'ici là, on va s'intéresser à ce phénomène. Les monnaies locales, elles ne remplacent pas complètement l'euro, mais viennent compléter notre monnaie commune et ça marche avec un certain succès là où c'est implanté. D'où l'idée d'ailleurs de lancer plusieurs nouvelles monnaies locales un peu partout en France et pas seulement d'ailleurs en milieu rural, mais aussi dans les grandes villes comme Nantes ou Toulouse. Quand des Français se détournent de l'euro pour les monnaies locales, nous en parlons donc avec nos invités. Et nous sommes en compagnie sur Europe 1 de Michel Prieur, il est numismate et historien des monnaies, directeur de cgb.fr. Patrick Vivray est économiste, c'est l'un des animateurs de la monnaie solidaire Sol. Et puis nous serons en ligne tout à l'heure avec Françoise Lenoble, elle est coprésidente de l'association Agir pour le vivant à l'origine de la création de l'abeille. Voilà, et vous pouvez vous-même aussi réagir et nous appeler au 3921 pour nous parler, pourquoi pas, de votre expérience avec ces monnaies locales. Exactement, si vous êtes détourné de l'euro, c'est le moment de nous le raconter, de témoigner, puis peut-être aussi de poser des questions face à ce phénomène. Patrick l'a dit, 3921, 34 centimes d'euros, c'est le standard. Il y a aussi la page Facebook Europe 1 Midi, il y a aussi europe1.fr pour le mail, et il y a aussi Twitter Patrick Roger E1, tout attaché. Voilà, c'est exhaustif. Alors Michel Prieur, ces monnaies locales, ce n'est pas complètement nouveau d'ailleurs, c'est un phénomène assez ancien, mais qui revient un petit peu à la surface. Oui, les monnaies locales sont en réalité nées des crises. Oui. Chaque fois qu'on a une crise, que l'on perd confiance dans la monnaie de l'organisme central, à ce moment-là, on voit apparaître des monnaies locales, car les gens ont besoin de ressourcer la valeur et surtout de retisser le lien social. Ouais. Et pour cela, rien de mieux qu'une monnaie. Oui. Car finalement, une monnaie, c'est avant tout de la confiance. De la confiance et puis ce que vous avez dit, des relations sociales. Absolument. Voilà. Quand on voit que finalement, aujourd'hui, quand quelqu'un a travaillé pendant un mois, on lui donne des morceaux de papier, il faut quand même qu'il ait une fâcheuse confiance pour être sûr que tout le monde va les lui accepter, ces morceaux de papier. Ouais. Et ça, c'est essentiel. Ouais. Mais alors, il faut encore avoir plus confiance dans ce qui existe localement et se dire qu'on va pas avoir affaire à un charlatan. Patrick Vivray, qu'en pensez-vous de ce phénomène qui revient, de cet intérêt en tout cas ? Alors, effectivement, quand on regarde le lien entre la situation actuelle, il y a beaucoup de correspondances, par exemple, avec la crise des années 30. Beaucoup de ces monnaies locales étaient nées dans les années 30 pour des raisons de nécessité. Quand vous avez du chômage de masse, de la pauvreté de masse, vous avez par exemple un certain nombre d'élus municipaux qui ont dit, puisque c'est ça, moi j'émets au moins une monnaie municipale et elle circule et les commerçants étaient bien contents parce que au moins il y avait de la circulation de richesse, et vous pouvez aller dans des villes comme Vorgel, par exemple, en Autriche, et vous allez voir des infrastructures avec des pancartes qui disent ce pont, cet immeuble a été réalisé grâce à ce qu'on appelle de la monnaie franche, parce que c'était une monnaie non seulement sans intérêt, mais même en intérêt négatif. C'est-à-dire, on ne la thésaurise pas, on peut encore moins spéculer avec elle. Parce que, en fait, ce qui est important à dire, c'est qu'on ne peut pas du tout spéculer sur ces monnaies. C'est-à-dire que si on ne l'utilise pas, la valeur de la monnaie va fondre progressivement. Exactement. Elle ne va pas rapporter d'argent comme pour l'euro. Exactement. Donc, c'est aussi pour ça que ces monnaies ont une vitesse de circulation qui est 2 à 3 fois supérieure à celle de l'euro. Et d'autre part, ça permet aussi de lutter contre l'un des grands problèmes de nos monnaies officielles, qui est la démesure de l'économie spéculative. Quand vous avez 95% des échanges financiers quotidiens qui ne correspondent pas à des biens et des services réels, c'est aussi un vrai problème. Oui, c'est ça, c'est-à-dire à avoir la confiance, comme s'il y avait une crainte que notre monnaie allait elle-même aussi fondre ou se dévaloriser complètement, alors que
finalement, l'euro reste une des monnaies fortes quand même dans le monde entier, quoi. C'est une monnaie forte parmi des monnaies qui prétendent être fortes, mais ce sont toutes des monnaies qui sont imprimées à tour de bras par des banques centrales qui ne savent plus à quel sein se vouer. Ouais. Il faut quand même voir que les Américains disent bien clairement que nous sommes rentrés dans des eaux qui sont complètement inexplorées. Mais sur la circulation des monnaies locales, c'est ça le point important, ça revitalise l'économie locale parce que les gens n'ont aucune envie de garder ces billets. Ils ont envie de les dépenser, alors que leurs euros, ils vont les mettre à la banque. Et ça, on a un exemple historique très intéressant qui est dans la Grèce antique, la ville de Sparte. La ville de Sparte était un communisme primitif, et alors que toutes les villes autour, en Grèce, avaient des monnaies en or et en argent, que donc on pouvait enterrer, Sparte a créé une monnaie en fer, que l'on ne pouvait donc pas enterrer, qu'on ne pouvait pas cacher, qu'on était obligé de dépenser, car sinon elle rouillait. Ouais. Et aujourd'hui, on n'a pas de monnaie de Sparte, car elles ont toutes rouillé. Mais ça veut dire que les Spartiates dépensaient, faisaient tourner leur argent et ne le bloquaient pas. Oui, donc on a compris l'intérêt finalement de la monnaie locale, c'est anti-épargne, quoi. C'est un anti-plan épargne. Enfin, c'est pas de l'anti-épargne, mais c'est de l'anti-spéculation. C'est différent. Ouais. Et d'autre part, un élément supplémentaire, c'est que quand je prends alors là les exemples actuels, non seulement ça répond à des situations de nécessité pour des personnes qui souvent se trouvent en situation de détresse sociale, de pauvreté, mais ça permet aussi d'aller opérer des relances là où on veut du développement durable, de l'écologie, de l'activité sociale, du développement des territoires. Ouais. Alors on a envie de comprendre très concrètement comment ça fonctionne et comment ça se passe effectivement localement. Alors on est en ligne avec Françoise Lenoble, Julia le disait, qui est à Villeneuve-sur-Lot. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'une des responsables de la monnaie locale, hein, l'abeille. Oui. Alors, petit hasard, petite coïncidence, on va quand même le préciser aux auditeurs qui doivent se dire mais Villeneuve-sur-Lot, j'ai entendu parler en fait dans l'actualité récemment. Oui, c'est la ville, c'est le fief de Jérôme Cahuzac. Hein, oui. Mais ça n'a rien à voir avec les affaires de Jérôme Cahuzac. Ce n'est pas pour ça que vous avez lancé cette monnaie locale. Rassurez-nous. Ça n'a absolument rien à voir avec ces produits. Avec Jérôme Cahuzac. Alors pourquoi vous avez lancé cette monnaie et comment elle fonctionne en fait localement cette abeille? Alors pourquoi nous l'avons lancée? Eh bien un peu c'est ce qui a été dit précédemment. Hein. C'est en fait pour redynamiser la vie locale sous son aspect économique et social. Hein. Oui. C'est redonner du sens à notre argent en reprenant un peu le contrôle de cet argent et en l'injectant dans des entreprises locales qui, pour entrer dans le réseau, doivent répondre à, on va dire, des critères, une triple qualité de critères, qualité des produits, qualité de services et qualité humaine. Alors, il n'y a pas que des entreprises, il y a des particuliers et des entreprises. C'est ouvert un peu à tout le monde. Hein. Oui, tout à fait. Et alors, comment ça se passe concrètement? On va changer ces billets, parce qu'il faut avoir de l'euro quand même à la base, hein, et puis aller les échanger et les monnayer en abeilles, quoi. Oui, les particuliers, les consommateurs, donc, vont dans ce qu'on appelle des comptoirs d'échange, qui sont d'ailleurs des prestataires, hein, et transforment leurs euros en abeilles. En abeilles, oui. Voilà. Ouais. Et en abeilles, c'est une monnaie, hein. Ça, c'est quoi? Ce sont des billets. Ce sont des billets, tout à fait. Elle se présente cette monnaie sous forme de billets, le 1, 2, 5, 10, 20 et même 50 maintenant. Il y a combien d'adhérents? Quelle somme d'argent circule à peu près? Voilà, nous avons actuellement 400 adhérents, 112 prestataires, des plus variés, puisqu'on trouve tout ce qui concerne l'alimentation. Nous avons coiffeurs, fleuristes, informaticiens, magasins de chaussures, production de savon bio, thérapeutes, etc. Quoi. C'est très varié. Alors, pour qu'on le comprenne bien, précisez-nous quel est l'intérêt. Par exemple, prenons Jacques qui a échangé son billet d'euros en abeilles. Quel est l'intérêt d'aller pour lui payer son coiffeur en abeilles? Alors, on va dire qu'il y a ce que nous avons analysé, des intérêts que l'on pourrait appeler immédiats et à court terme, d'autres qui seront à moyen terme ou à long terme. Oui. L'intérêt immédiat, on va dire, c'est de savoir que cette monnaie ne sert pas à la spéculation, ne sort pas du territoire. Oui, elle reste chez vous. Voilà. Elle reste dans ce réseau que nous constituons, voilà. Hein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt. Et alors, ça crée énormément de liens, puisque c'est des entreprises elles-mêmes et les utilisateurs qui, suite au sondage que nous avons fait en décembre, nous ont confirmé que grâce à ce réseau,
ils avaient trouvé des prestataires qui offrent des produits et des services de qualité qu'ils ne connaissaient pas avant, et puis surtout beaucoup de liens humains. Ouais. Des liens humains, pourquoi ? Parce qu'il y a de l'échange d'avantages autour de cette monnaie, on discute, on s'arrête. Quelle est la différence ? Oui. Exactement, et dès que vous payez en abeilles, si vous voulez, auprès d'un commerçant, tout de suite, le regard change. Parce que c'est une appartenance à un réseau qui est en recherche de qualité à tout point de vue. Alors il y a une des questions aussi très concrètes qu'on peut se poser derrière. Est-ce que finalement, pour le pouvoir d'achat, c'est accueilli d'un œil favorable ? Est-ce que c'est plutôt favorable pour le pouvoir d'achat ou au contraire ? Alors, à court terme, non, puisque nous ne donnons pas, nous, plus d'abeilles que la personne ne donne d'euros. Oui. Mais elle sait que dans ce réseau, elle va trouver de la qualité et des produits de très bonne qualité qui, quelquefois, sont moins chers qu'ailleurs, moins chers que, même, on pourrait dire, dans les grandes surfaces, puisque c'est des fois directement aux producteurs. Alors, est-ce qu'on peut acheter dans les grandes surfaces ? Pas encore, les grandes surfaces ? Non. Il ne serait pas pensable pour nous que les grandes surfaces, d'ailleurs elles-mêmes, ne pourraient pas adhérer vu les critères que nous avons mis en place. Et puis, en revanche, il n'y a pas, ça c'est assez important, hein, sauf si vous l'avez mis en place, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de charges sociales sur cet argent. C'est-à-dire que comme elle est comment dire, comme des euros, les commerçants l'encaissent comme si c'était des euros. Donc ils paient tout ce qui est légal, on va dire. Ouais. J'ai cru comprendre que dans certaines monnaies locales, ça a baissé quand même un petit peu le coût de revient de certaines choses, non ? Pas chez vous ? Dans la mesure où on peut acheter directement au producteur, ce qui est le cas chez nous, pour beaucoup de choses, effectivement, comme je le disais, on va trouver des produits de très bonne qualité et pas plus chers ou moins chers qu'ailleurs. Voilà, on peut dire. Après, il y a l'échange de services éventuellement, quand on passe chez des artisans, etc., où là, ça peut peut-être évoluer, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Merci. Restez en ligne avec nous, Françoise Lenoble. On vous retrouvera tout à l'heure, tout au long de cette émission. Patrick Vivray, on vit un peu dans c'est une forme de protectionnisme quand même, un petit peu, les monnaies locales, non ? C'est pas du protectionnisme au sens autarcique. On vit un petit peu en autarcie parce qu'on fait fonctionner la monnaie, ne doit pas partir. C'est de la relocalisation. Mais là, par exemple, et Françoise en a été une des principales organisatrices, vient de se tenir les assises nationales des monnaies locales. Et donc, on sent bien qu'il y a de la relocalisation, mais de la relocalisation ouverte, parce que les 3 critères que Françoise évoque, on va les retrouver à Toulouse avec le sol violette, on va les retrouver à Romans avec la mesure, on va les retrouver avec la monnaie du Pays Basque, etc. Donc il y a aussi des valeurs communes et qui sont dans de la relocalisation et du développement soutenable et humain, mais on n'est pas dans de l'autarcie et du repli identitaire, faut pas confondre. Oui, ce n'est pas tout à fait cela, mais du coup ça se développe beaucoup. Il y a énormément de projets, une quarantaine, une cinquantaine, Michel Prieur, actuellement en France. Tout à fait, il y a beaucoup de projets, mais ce n'est pas seulement en France, c'est ça un point qui est très très important, c'est littéralement mondial. Et on a vu par exemple en Amérique du Sud, qui est un continent qui a été dévasté par des crises économiques épouvantables dans les années 90. L'Argentine notamment. Tout à fait. On a vu que carrément des monnaies locales se créaient à l'échelle des régions. C'est pas les villages, c'était les régions. C'est comme si en France, la région PACA décidait de faire l'euro de PACA. C'était extrêmement impressionnant parce que la confiance dans la monnaie du gouvernement central était complètement disparue. Vous avez l'impression qu'on est en train de franchir ce seuil là quand des villes comme Toulouse, Nantes sont en train de s'intéresser à ce phénomène et d'adopter leur propre monnaie locale ? Non, parce que ce sont des réseaux locaux, certes, mais ce ne sont pas les pouvoirs officiels qui prennent la décision. Il s'agit d'initiatives citoyennes au niveau du consommateur. Alors que en Argentine, par exemple, c'était carrément les gouvernements des régions qui créaient une monnaie indépendante de celle de la capitale, pour pouvoir, par exemple, payer leurs fonctionnaires. Patrick Vivray. Vous avez raison, Michel, ponctuellement, mais du point de vue de la dynamique,
Par exemple, vous avez le Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Donc là, on commence à passer à un échelon supérieur. Et puis, vous avez par exemple tout un projet sur la région Midi-Pyrénées de relancer le logement et l'emploi par un projet de monnaie régionale. Donc on commence à aller aussi dans des directions comparables. Alors au passage, c'est très important de dire c'est un mouvement mondial, c'est quelque chose qu'on voit en Europe, par exemple en Allemagne avec le Schingoer, et ça touche les monnaies locales, etc., mais ça touche aussi toutes les formes d'échange. Par exemple, les formes d'échange à basse temps sont très importantes. C'est-à-dire ? C'est ce qui permet, en échangeant du temps, d'avoir, par exemple aux États-Unis, il y a tout un réseau qui s'appelle le Time Dollar. Au Japon, ce sont des tickets de solidarité intergénérationnelle qu'on appelle. Oui, c'est ça. Donc vous voulez dire qu'on échange un peu du temps, quoi. Je viens garder votre enfant et. Non, mais ce sont carrément des billets d'une heure, de 2 heures, de 5 heures, de 10 heures. Oui. Bah, ça remplace un peu le CESU, là, du coup. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de... Non, mais c'est-à-dire très concrètement, il faut bien voir que, y compris des initiatives comme le CESU, les comptes d'épargne-temps, etc., sont des premiers morceaux anticipateurs d'un mouvement plus large qui considère que le temps d'échange interhumain est la base fondamentale de la monnaie. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on échange avec de la monnaie ? On échange du temps de vie. Du temps du service, bien sûr. Et donc, en prenant la base temps qui, elle, n'a pas toutes les dérives des monnaies, on a là aussi des systèmes d'échange qui sont très puissants. Les accorderies au Québec, je le cite aussi parce que ça s'implante beaucoup en France. Nous allons poursuivre dans un instant. Quand on va acheter des salades avec des abeilles, avec du piaf, avec de l'euchko, ce sont ces monnaies locales. Quand on va chercher des services de menuisier, qu'on va le payer effectivement de cette manière. Vous aussi, vous pouvez témoigner et nous appeler. Évidemment, comme tous les jours, 3921, c'est le standard d'Europe 1, 34 centimes d'euros la minute. Certains nous parlent sur la page 34 Facebook. 34 centimes d'abeilles. 34 centimes d'abeilles, pourquoi pas, des petites Mayas. Oui. Certains nous parlent sur la page Facebook d'Europe 1 Midi d'une certaine philosophie, d'un engagement citoyen de solidarité, des valeurs qui sont promues et qu'ils valident. Et puis, d'autres nous demandent s'il s'agit d'une véritable alternative crédible à l'euro. Eh bien, sachez qu'on en parle tous ensemble avec nos experts sur Europe 1. Juste après ça, on l'a. Europe 1 Midi, 11h30, 13h. Patrick Roger. Une cinquantaine de monnaies locales existent sur l'ensemble du territoire. 17 d'entre elles sont aujourd'hui en circulation. On en parlait tout à l'heure. Il y a le SCO, il y a l'abeille, le miel ou l'éole. À quoi servent ces monnaies locales complémentaires ? On s'interroge dans la première partie d'Europe 1 Midi. Avec des questions et des réactions, qui nous parviennent. Sur la page Facebook d'Europe 1 Midi, elle dit « Moi, je fais du troc. Sans monnaie particulière. En fait, je donne des cours d'anglais à des enfants. Et en échange, on me fait le jardinage gratuit. 1 heure égale 1 heure. C'est sympa. Et c'est surtout solidaire. » Alors, est-ce que ça ressemble, ces monnaies locales, à cet échange, ce système d'échange qui existe, les systèmes d'échange locaux et de troc? Michel Prieur ou Patrick Vivray? Michel Prieur. C'est évidemment le troc qui est à la base de l'échange. Historiquement, à l'époque préhistorique, effectivement, on troquait. Bon, mais on est aujourd'hui dans des systèmes beaucoup plus sophistiqués, et si le troc est effectivement à la base dans l'esprit, lorsque l'on crée une monnaie locale, on est vraiment dans quelque chose qui va beaucoup plus loin et dans la pratique comme une vraie monnaie. Patrick Vivray. Oui, souvent le mot troc est utilisé, mais dans le sens de troc multilatéral. C'est-à-dire, on n'est pas dans le troc entre simplement 2 personnes, parce que sinon, on en voit vite les limites, mais il y a une communauté qui dit, c'est le cas de notre auditrice, qui dit, ben voilà, j'échange 1 heure contre 1 heure, mais ça veut dire que le critère de l'échange, c'est l'heure de temps. De temps, oui. Donc, en fait, on est dans quelque chose qui est proche des véritables fonctions de la monnaie pour faciliter l'échange et la création de richesses, quand la monnaie ne dérape pas. Ouais. Parce que il n'y a pas une véritable création de richesse, quoi. C'est plutôt de l'échange, quoi. Si, où il y a quand même création de richesse. Quand on sait que la monnaie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas spéculer sur cette monnaie. Alors, vous me direz qu'on ne crée pas de la richesse uniquement en spéculant, mais est-ce que l'on en crée ou pas ? De toute façon, la vraie richesse, c'est pas compliqué. C'est la nature, les humains et la combinaison des deux sur les territoires. C'est ça la vraie richesse. Normalement, la monnaie devrait être considéré comme sans valeur. Les problèmes monétaires commencent
quand on se met à croire que la monnaie a de la valeur. C'est pour ça que l'exemple de Sparte était intéressant. En Grèce, là, tout à l'heure. Oui, mais on retrouve ça partout. À partir du moment, par exemple, où on a utilisé des métaux précieux comme vecteur monétaire, paradoxalement, on bloque l'échange, parce que si je considère que une pièce d'or a de la valeur en tant que telle, je vais pas la faire circuler, je vais la garder. Et à ce moment-là, au lieu d'être facilitatrice de l'échange, la monnaie devient paradoxalement un blocage à l'échange. Oui. Et en ce qui concerne la création de valeur, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, qui était 1 heure de jardinage contre 1 heure de cours d'anglais, c'est un parfait exemple de création de richesse. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas eu cet échange, la personne n'aurait pas donné ses cours d'anglais et elle aurait dû payer son jardinage. Alors que là, elle a pu effectivement gagner, entre guillemets, l'opportunité de faire un travail et d'enrichir son temps. Oui, du coup, forcément, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Françoise Onob, il y a quand même un petit gain pour le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on peut s'offrir peut-être des choses qu'on ne pourrait pas s'offrir par ailleurs avec une monnaie plus classique, quoi, aussi, non ? Tout à fait. En Argentine, Eloïsa Primavera, qui a été une des grandes animatrices de ces réseaux, disait qu'il y avait quantité de fonctions que les Argentins ne pouvaient plus se payer avec le peso, les monnaies classiques, et auxquelles ils avaient accès grâce à ces monnaies solidaires. Françoise Lenoble, qu'est-ce que ça a changé justement chez vous, dans votre ville à Villeneuve-sur-Lot ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu s'offrir, ce que je disais, un certain nombre de services qu'ils n'auraient pas pu s'offrir s'ils n'avaient conservé que l'euro, avec l'abeille, grâce à l'abeille donc, hein. C'est-à-dire qu'on a ici nous avons également un sel qui fonctionne très bien. Un sel, c'est un système d'échange local. Oui, hein. tout à fait. Et si vous voulez, les deux sont complémentaires. Parce que le sel, c'est pour les échanges ponctuels. On ne peut pas, par exemple, faire garder un enfant toute la journée, toute la semaine, dans le cadre du sel. Ça doit être ponctuel. Et beaucoup de personnes du sel utilisent aussi les abeilles, parce que ça correspond à leur engagement, à leur éthique. Donc, je dirais que c'est surtout le sel qui va amener un plus que ne peuvent pas se payer ces personnes en euros, puisqu'elles n'ont pas beaucoup d'euros. Ensuite, l'abeille, comme on le disait tout à l'heure, va amener le fait de connaître des produits de qualité, d'avoir toutes les adresses de ces produits de qualité, dans tous les domaines que j'ai cités auparavant, et en plus créer ce lien qui est vraiment indispensable et qui est vraiment la vraie richesse dans notre Est-ce qu'il y a des commerces qui sont très réticents à ça, à l'utilisation de cette monnaie de l'abeille localement ? Oui, il y a des commerces réticents parce qu'ils n'en ont pas, je crois, encore compris la valeur. Ils se disent c'est un truc d'écolo un peu alter, quoi, finalement, non ? Peut-être Alternatif. pas d'écolo, parce que dans notre groupe, il n'y a pas que des écologistes, disons, ou tout au moins, nous sommes des écologistes très sérieux, oui. pas écolo, mais je pense créer une monnaie locale, ça interpelle énormément sur le sens que nous donnons à notre argent. Oui, et surtout au développement de la vie locale. Il y a des décennies où obligatoirement l'argent doit rapporter. Ouais. Tandis que là, c'est le contraire. Est-ce qu'il y a un côté système D également ? Est-ce que c'est perçu comme ça avec Non. Le sel un peu, mais pas les monnaies locales complémentaires. Non. Ouais. Non, c'est quelque chose de très ludique et très sérieux. Voilà, très ludique. Ça reste aussi un côté ludique et ça porte avant tout sur des petites sommes. Hein. On ne va jamais sur des sommes considérables. D'une part parce qu'il faudrait emmener cette monnaie. On n'a plus l'habitude. Aujourd'hui, on a les cartes bancaires. D'ailleurs, vous n'avez pas de carte bancaire pour l'abeille, si ? Non. Alors, des petites sommes, oui, quoique, maintenant, il y a certains, objets qui dépassent les 1 000 euros quand vous achetez un ordinateur, puisqu'on a un informaticien qui, d'ailleurs, grâce à l'abeille, n'a pas mis la clé sous la porte alors qu'il s'apprêtait à la mettre. Ah oui. Vous voyez, parce qu'il a vendu plusieurs ordinateurs, il a fait des dépannages et, du coup, il n'a pas fermé sa boutique. Et il a mis l'abeille, quoi. Donc, du coup, alors ça lui fait quand même beaucoup de billets, puisque 1 euro égale une abeille, c'est ça à peu près chez vous. Hein. Oui.
Oui, donc voilà, vous gardez, oui. Patrick Vivray, pour compléter. Oui, en complément de ce que dit Françoise, il y a aussi un certain nombre de territoires, par exemple c'est le cas à Toulouse, où même si ce sont les billets qui sont le moyen d'échange principal, il y a aussi d'autres vecteurs qui sont utilisés. Ça peut être des cartes à puce et ça peut être de plus en plus le téléphone qui remplace des lui-même. Oui, qui vont remplacer les billets. C'est la question. Un moyen d'échange et de paiement, il peut avoir plusieurs supports. Donc le billet, il a l'intérêt d'être très pédagogique, d'être très concret et de permettre billet ou pièces, il peut y avoir aussi des pièces. Là, c'est plus rarement. Encore que par exemple, dans les mouvements coopératifs de l'économie solidaire, moi j'ai trouvé des pièces que j'ai toujours qui étaient émises par des coopératives. Ça introduit une dimension dont on a peu parlé jusqu'à maintenant, qui est très important, c'est tout l'enjeu d'une réappropriation citoyenne de la monnaie. Ouais. On a beaucoup insisté sur le lien. Le lien, c'est aussi un lien de la citoyenneté. Réappropriation citoyenne de la monnaie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'essentiel des monnaies officielles ont été privatisées, y compris les banques centrales dont on parle, sont des banques qui sont complètement en dehors du circuit démocratique. Et donc la monnaie est devenue tellement lointaine, tellement réservée à des spécialistes, et la création monétaire elle-même a été tellement privatisée que on ne voit plus que la monnaie est un bien commun qui fait partie du patrimoine démocratique. Donc ça permet aussi cette réappropriation citoyenne. Aspect ludique, aspect citoyen, aspect éducatif aussi peut-être avec les enfants, Michel Prieur, non ? Ces monnaies locales, elles peuvent avoir... Oui, tout à fait, absolument. Le fait pour un enfant d'avoir un billet dont il sait qui va l'utiliser, d'où il vient, comment il a été gagné, c'est énorme. Tout à l'heure, vous demandiez si des professions étaient rétives aux monnaies locales. Il y en a une qui est rétive, alors absolument. Ce sont les banquiers. Oui, je vais le dire. Alors, je laisse ils sont totalement contre, bien évidemment. Oui. Mais quelques banques, Michel, jouent le jeu. Par exemple, à Toulouse, le crédit coopératif, vous avez les crédits municipaux qui rentrent de plus en plus dans cette logique. Par exemple, les banques de l'économie solidaire, elles sont intéressées à ces approches. D'un mot, pour conclure, Michel Prieur, vous pensez que justement, avec le développement de la crise, ces monnaies locales ont un avenir assez solides localement. Elles ont effectivement un avenir qui sera d'autant plus solide que le réseau sur lequel elles sont assises sera lui-même solide. Oui. Il n'y en a pas qui ont flanché des réseaux pour l'instant. Non, parce qu'ils en sont à leur balbutiement, quoi. Non, mais il y en aura certainement. Oui, il y en aura certainement. On n'est pas encore payé pour l'instant en abeilles, en miel ou en euchco. Merci à tous d'avoir participé donc à cette émission, cette première partie d'Europe 1 Midi. Dans un instant, les titres de la mi-journée et puis tout à l'heure à midi, de midi 5 à midi 30, notre débat autour cette fois des nouvelles formes de terrorisme. Europe 1 Midi.